On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer. Comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer. Comme Yoko, un monde sans danger. Salut les mecs et les miss et bienvenue dans Night Club Testing et bienvenue dans ce nouveau dossier en 3 parties consacré à un nouveau dessin animé et je vais enfin vous parler de Code Lyoko. Code Lyoko est une série qui a commencé en 2003 et s'est terminée en 2007 et a été créée par Moonscoop. Ce studio français est à l'origine de bon nombre de séries, telles que les adaptations des 4 Fantastiques ou encore pour avoir produit la série Titeuf. La série a été imaginée par Thomas Romain et Tania Palombo, dont je n'ai pas d'image. Au début, il s'agissait d'un petit projet de fin d'études intitulé « Les enfants font leur cinéma », présenté lors d'un salon du film à Annecy en 2000. C'est alors que le court-métrage a été remarqué pour ses qualités et que leurs réalisateurs ont reçu plusieurs propositions pour développer une série autour de ça. C'est alors que naît le projet Garage Kid, qui deviendra par la suite Code Lyoko. Garage Kid est donc un petit court-métrage qui cette fois tente de mettre en place les principes de base de Code Lyoko. Le contraste monde réel, monde virtuel avec un méchant programme qui fout le bordel dans un ordinateur qui se situe dans une usine. La plupart des personnages sont déjà présents, sauf que dans le projet initial, les personnages devaient avoir des pouvoirs également dans la réalité. Le monde virtuel s'appelait Xanadu au lieu de Lyoko, et la série devait avoir des épisodes qui se suivaient avec une véritable progression scénaristique. Ces choix de changement au cours du développement poussa Thomas Romain à quitter la production au profit d'une autre série qu'il avait en projet, c'est-à-dire Oban Star Racer que je n'ai pas vu. Puis Garage Kid a finalement changé de nom pour devenir Code Lyoko, après l'ajout d'Aelita. La série se déroule sur seulement 4 saisons. Vous allez voir que pour de très nombreux points, cette série est relativement unique. Mais j'en parlerai également plus en détail plus tard. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, je suis un fan hardcore de cette série. J'ai même acheté la collection complète des DVD à l'époque. Ah ouais, je suis désolé de ne pas avoir refait la déco pour l'occasion de ce dossier, mais va trouver des goodies Code Lyoko en 2016, mon gars. Je suis le seul con qui regarde encore ça. Le seul truc que j'ai trouvé pour faire une déco, c'est des cuvettes de chiottes 5ème territoire. Et encore, ça me fait foutrement penser au 5ème territoire, mais ça n'a rien à voir avec Code Lyoko à la base, c'est juste une coïncidence. Ou alors, un designer de chiottes est fan de Code Lyoko. Bref. L'histoire commence en réalité dans un épisode produit durant la saison 3, parce que la saison 1 commence comme si tout ce qui se passe dans cette série a toujours été comme ça. Enfin, vous connaissez ce syndrome que plus d'une série sur 2 a. Bon, ça touche particulièrement les cartoons, ou les séries n'ayant aucun lien scénaristique entre les épisodes, ou presque. Donc c'est assez étonnant qu'à l'origine, Code Lyoko soit touché par cette tendance, mais bon. En fait, le problème de cette série, c'est qu'elle est totalement sous-estimée par ses producteurs. Vous allez vite voir à quel point c'est dommage. Je pense que c'est pour ça qu'elle commence en queue de poisson. Bon, je sais que ça ne se dit pas, mais je m'en tape. Mais bon, revenons à l'épisode 0 racontant l'origine de la série. Donc il s'agit d'une série de science-fiction. L'histoire commence lorsque Jérémy Belpois explore une usine désaffectée. Il y découvre dans les sous-sols un laboratoire informatique comprenant un supercalculateur quantique. Pour ceux que ça intéresse, la physique quantique, c'est l'étude des phénomènes physiques de l'ordre des particules ou des atomes. Et ce qu'est un calculateur quantique dans la réalité, ça n'existe pas, c'est de l'ordre de la science-fiction. Et voilà, ça y est, je dis de la merde. Alors les calculateurs quantiques, ça existe depuis un certain temps, mais sous forme de prototype. Voilà, et ce que je voulais dire en réalité, c'est que les calculateurs quantiques tels que dans la série sont de l'ordre de la science-fiction. Et voilà ce qui se passe quand on fait une vidéo et qu'on a fait les recherches avec le cul. Mais le plus important, c'est que tout cela serve de prétexte sans que ça ait l'air trop con. Parce que vu ce qui va suivre dans cette série, ça se voit que ses créateurs ont réfléchi un minimum à la crédibilité de leur univers. Alors à moins d'être physicien qui a étudié la physique quantique, difficile de vraiment prendre la série à revers sur ce tableau. Mais revenons à l'histoire, ils décident de remettre en service cet ordinateur. Étant féru d'informatique et d'électronique, Jérémy était très excité d'avoir fait une telle découverte. Une fois le supercalculateur reparti, Jérémy découvre à la console de l'ordinateur ce qu'il cache vraiment. Un vaste monde virtuel baptisé Lyoko composé de 5 zones appelées territoires. Même si dans la saison 1, il ne sera question que des 4 territoires de base. Sinon, Jérémy fait également la découverte que quelqu'un vit à l'intérieur de Lyoko. Il s'agit de Aelita. Aelita ne sait pas trop ce qu'elle fait dans ce monde virtuel, ni même qui elle est. Ah ouais, on a de nouveau affaire au vieux cliché de la pétasse amnésique qu'on a le droit dans un manga sur 2.
Ensuite, elle décrit son environnement à Jérémy, c'est alors qu'on découvre à quoi ressemble Yoko exactement. Il s'agit d'un monde totalement aseptisé, stérile, artificiel. Un peu comme les anges de la télé-réalité, en somme. Mais en mieux. C'est bien un monde virtuel et rien de plus. Un monde où il n'y a pas de matière, mais bien des polygones qui constituent l'environnement. La physique n'a rien à voir avec celle de la réalité. Sur Lyoko, pas mal de choses n'existent même pas. Par exemple, les seuls sens dont est dotée Alita sont la vue et l'ouïe. Il lui est impossible de sentir des odeurs, de ressentir les choses qu'elle touche et de goûter quelque chose. Bon, de toute façon, vous vous en doutez, sur Lyoko, il n'y a rien à bouffer. D'ailleurs, dans ce monde, le temps ne s'écoule pas vraiment pareil. Sur Lyoko, il est impossible de vieillir, par exemple, et les gens qui y vivent sont vivants que philosophiquement, parce que d'un point de vue biologique et physique, ils n'existent tout simplement pas. Alita n'a aucun besoin terrestre, tel que manger, dormir et autres. Manifestement, ceux qui ont fait cette série ont trouvé avec brio les particularités qu'apporte le concept même de monde virtuel, et pour ceux qui y vivraient. Mais c'est ensuite que les choses se gâtent, car Lyoko est également habité par des monstres, et ils sont contrôlés par une terrible intelligence artificielle nommée Xana, ce qui veut dire xénophobe, anal et nichon et A. Oui, A, c'est dans le dictionnaire. Aïe, coup dur pour Guillaume. Bon, d'accord, j'avoue, je n'ai jamais su ce que ça voulait dire, et même maintenant je le sais pas, et ça me gonfle d'ailleurs. Alita se fait attaquer et se trouve obligée de se cacher. Par la suite, Jérémy est bien obligé de partir. Vu qu'il est pensionnaire dans un internat, il faut au moins qu'il se pointe en cours le matin. Ensuite, on découvre les autres personnages du collège Kadik. Je fais juste une parenthèse pour situer l'endroit et l'époque où l'histoire se passe. Déjà, on est au début des années 2000, et l'action se passe à Paris. D'ailleurs, le collège Kadik est inspiré d'une école bien réelle, il s'agit du lycée Lacanal. Et puisque l'on y est, l'usine désaffectée où se trouve le supercalculateur était bien réelle elle aussi. Il s'agissait de l'ancienne usine de construction automobile Renault qui se situait sur l'île Séguin, qui se trouve sur la Seine. Et si je parle au passé, c'est parce que cette usine a été démolie il y a environ 3 ans. Et si jamais vous regardez un jour cette série, vous verrez que les références au monde réel sont très nombreuses. Genre l'armée ont des FAMAS, armes que seule l'armée française utilise, ou encore les euros qui sont clairement montrés, ou différentes rues ou adresses calquées sur des rues existantes. En fait, il n'y a qu'un seul truc qui est mal fait. Est-ce que vous avez déjà vu une école sur Paris qui plus est avec autant de Français? Merde, j'aurais jamais dû dire ça. Oui, ce n'est pas politiquement correct. En plus, ce n'est pas très drôle. Normal, ce n'est pas une blague, ça sert à rien de se cacher la vérité. Tu n'en as jamais vu toi-même, que je sache, des écoles parisiennes. Bon, revenons-en à l'histoire elle-même. Donc voici les autres personnages principaux qui se trouvent au collège. Donc déjà, dans un premier temps, il y a Odd et Ulrich qui se partagent ensemble la même chambre au collège. Puis plus tard, Yumi se joindra au groupe. Mais vu que là, on est dans l'épisode 0, on est dans la période où les personnages se rencontrent. Et à ce stade, Odd et Ulrich sont loin de bien s'entendre, c'est pourquoi ils se disputent et suite à ça, Ulrich se barre. En sortant de sa chambre, quelques mètres plus loin, il entend Jérémy crier. Il se fait attaquer par ces robots, initialement conçus pour apporter une balle, tout en sachant qu'il s'agit du second événement étrange dont Ulrich sauve Jérémy cette journée-là. Jérémy commence alors à penser que c'est Xana qui est derrière tout ça. Il décide alors d'en parler à Ulrich. Il décide donc de faire le voyage collège-usine que les personnages feront un nombre incalculable de fois dans la série. Et là, c'est le moment où je vais foutre en l'air vos rêves et vous ramener à la réalité avec de la science. Le lycée Lacanal se trouve à 8 km de l'usine, à vol d'oiseau, c'est-à-dire sans tenir compte des chemins et des routes. Vu qu'une personne normalement constituée se déplace en moyenne à 5 km/h, il leur faudrait à l'œil 2 heures pour faire ce voyage. Même avec des skates, c'est con vu la courteté du voyage dans la série. Ça tient pas la route! Une fois à l'usine, Jérémy lui montre tout ce qu'il a découvert la nuit dernière, ainsi qu'une autre salle appelée salle des scanners. Ces gros caissons sont des appareils très perfectionnés. Ils sont capables de désassembler la structure atomique d'un individu et de la transférer sur Lyoko. Ce processus est appelé virtualisation. C'est alors qu'ils sont tentés par essayer de virtualiser quelqu'un. Sauf qu'ils préféraient se servir d'un cobaye pour commencer. Ulrich retourne donc dans sa chambre, et tente de voler Kiwi, le chien de Odd, qu'il gardait clandestinement dans sa chambre. Mais ça a foiré, Odd s'en rend compte et lui court après. Et c'est comme ça que Odd finit par se retrouver dans l'un des scanners et se voit transférer sur Lyoko. Suite de quoi, voyant que la virtualisation fonctionne, Ulrich demande à Jérémy de l'envoyer là-bas. C'est alors que l'on découvre une nouvelle facette de la série, les combats sur Lyoko entre les personnages et les monstres de Xana. Ils ont chacun leur propre capacité une fois virtuelle. Ulrich possède un sabre, ainsi que d'autres pouvoirs tels le fait de se multiplier ou de courir très vite. Alors que Odd lui peut envoyer des fléchettes de sa main. Et il peut grimper au mur. Mais ils finissent plus ou moins par se perdre avant de se faire attaquer par les monstres de Xana. Et dû à leur faible maîtrise de l'environnement et de leur pouvoir, ils finissent par se faire liquider. Ce qui n'est pas grave, vu qu'ils sont réexpédiés dans la réalité si cela venait à arriver. Ensuite, tout le monde se met à débattre sur ce qu'ils décident de faire. Ils découvrent que Xana peut attaquer dans le monde réel en se servant de... Bon, d'accord, ça ressemble étrangement à des clopes, mais ça s'appelle des tours. Les tours sont en fait une propriété importante de Lyoko. Ce sont en réalité des banques de données avec un terminal à son sommet.
En elle sommeille une puissante énergie générée par le supercalculateur. Il est possible d'activer ces tours afin de libérer de l'énergie et de s'en servir de diverses façons. En l'occurrence, Xana se sert des tours pour essayer de détruire l'humanité. Ça me semble une noble cause. Même si à aucun moment dans la série, il est nommé ou expliqué les véritables raisons de sa motivation. C'est vrai quoi, tout semble indiquer que Xana est un programme intelligent et parfaitement conscient, alors il aurait vraiment été intéressant de montrer ses motivations. Du coup, Xana, qui est bien un personnage principal de la série, est relativement plat. Pourtant, il avait tout pour être excellent et original. Bon d'ailleurs, il l'est déjà, mais il aurait pu l'être plus. Un personnage immatériel, déjà rien que ça. Xana est un système multi-agent qui a conscience de sa propre existence. Et de temps en temps, il est représenté par un logo. C'est tout. Un système multi-agent, grosso merdo, dans la vraie réalité, c'est un logiciel doté d'une intelligence artificielle simple ou complexe capable de gérer plusieurs tâches à la fois. Maintenant que cette parenthèse sur Xana est passée, revenons à l'histoire. Les personnages doivent choisir entre éteindre le supercalculateur et abandonner Aelita, qui est coincée dans le monde virtuel car elle ne peut pas se rematérialiser si jamais elle est tuée sur Lyoko. Par conséquent, si elle venait à être éliminée, elle disparaîtrait. Ou bien décider de combattre Xana le temps de trouver une meilleure solution. Il faut savoir que Xana et Lyoko sont plus ou moins liés. Il est impossible de détruire Xana sans détruire Lyoko, du moins durant les 2 premières saisons. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas juste mettre Xana.exe dans la corbeille, puis vider la corbeille, point barre. Et Xana va donc, au fil des épisodes de la saison 1, attaquer la Terre avec des tonnes de façons différentes en se servant de l'énergie des tours. Et les gentils, très vite rejoints par Yumi, vont devoir protéger les gens des dangers que Xana crée, tout en allant sur Lyoko pour essayer de désactiver la tour qui génère l'attaque. Pour ça, il n'existe qu'une seule solution. Il faut que Aelita aille dans les tours activées par Xana pour y rentrer dans le terminal le code Lyoko, d'où le nom de la série. Et Aelita est la seule à pouvoir faire ça car elle possède en elle les clés de Lyoko. Voilà, ça c'est le synopsis de la série, assez en détail, je vous l'accorde. Maintenant, ce que je vous conseillerais de faire, si vous n'avez pas vu cette série afin de ne pas être spoilé, c'est d'aller la regarder et de revenir une fois que vous l'aurez vue. En plus, la série est intégralement disponible sur YouTube depuis la mort de Monscoop. Déjà, je vais vous présenter un peu plus en détail les différents personnages. Donc il y a déjà Jérémy, mis à part le fait que c'est un gros fanat d'informatique et surdoué, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui. En fait, il fait la gueule assez facilement. Ou plutôt, il se prend la tête, parce qu'il se surmène dans sa lutte contre Xana. Du coup, plus la série avance, plus il devient à la limite carrément asocial par moments. Odd, lui, c'est le personnage culte, on peut le dire. Personne. Je vous dis, personne n'a vu cette série sans aimer Odd. En fait, c'est un personnage très fun et marrant. Par contre, quand j'étais petit, j'ai mis super longtemps à être sûr que c'est un mec. À cause de sa petite voix et de son look indescriptible et unique. Je crois qu'on est nombreux à avoir perdu face à ce personnage ce que j'appelle nos repères de conformistes qui nous permettent de cataloguer les gens qui finissent par mettre mal à l'aise les transgenres. Donc pour les 3 ou 4 mongols qui ont encore un doute 15 ans plus tard, c'est un mec et hétéro, tout ce qu'il y a de plus normal. Dire comment est plus adapté, parce que si tu dis normal, tu essayes de mettre une distinction entre des gens qui sont normaux et ceux qui ne le sont pas. Or, classer quelqu'un de pas normal peut être pris comme offensant ou péjoratif. Oh, vas-y, tu me casses les couilles. Je juge personne, moi. Bon, si je disais qu'Odd était culte, c'est vraiment parce que ce personnage est drôle. En fait, même, sa personnalité est particulière. Parce que c'est un personnage qui déconne pas mal, même face aux diverses attaques de Xana, il est celui qui nous sort toujours une blague de merde qui rend juste le passage épique. Il est aussi très vantard, il faut qu'il se la pète du moindre de ses exploits, et c'est plutôt marrant en fait. Dire que si je raconte ça, on va encore me traiter de vantard. Le suivant, Ulrich. Alors là, on va assez vite faire le tour, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire sur lui. En fait, il n'y a que 3 choses à savoir. A. Il a le béguin pour Yumi. B. Il kiffe le pencak silat, un art martial indonésien. C. Il est souvent grognon et quand il fait la gueule, il la fait super bien. Et Yumi, elle est japonaise, donc par définition, elle dit tout le temps des trucs du genre « Les mots que l'on n'a pas dit sont les fleurs du silence. Arigato gozaimasu. » Non, je dis de la merde. Elle ne dit jamais ça en vrai. T'es grave raciste en vrai. Erreur, seulement le mercredi après-midi, quand j'ai la haine contre le système et le monde entier. Là, je rigole seulement. Bon, sérieusement, elle est réellement japonaise. Mais elle n'est pas un fucking stéréotype. C'est une japonaise comme elles le sont en vrai, justement. Ce n'est pas une meuf sortie tout droit d'un manga ou qui a été imaginée sous overdose de caramel fondu ou je ne sais quoi. Et elle kiffe Ulrich. Mais au lieu de sortir ensemble, ils préfèrent avoir une relation instable et incertaine comme deux gros puceaux. Ça rappelle l'école primaire, ce genre de conneries, c'est fou. Rien de plus à dire sur Yumi. Sinon, je ne sais pas si c'est parce que c'est la meuf du groupe, mais c'est toujours elle qui s'en prend plein la gueule, tout le temps. Aucun personnage ne se fait plus casser la gueule qu'elle dans cette série. C'est juste un truc de ouf, putain. Personne d'autre qu'elle ne se retrouve dans une merde pareille, ou du moins par accident, parce que certains, genre Odd, cherchent limite à créer les problèmes des fois. Et pour finir, Aelita. Bah en fait, elle est très intéressante, plus que ce que l'on pourrait croire.
À partir de la saison 2, Aelita sera finalement matérialisée par Jérémy. Et ils vont la faire passer au collège Caddick comme étant la cousine canadienne d'Odd, en créant des papiers trafiqués, vu qu'à l'origine elle n'est pas réelle. En parlant de réel et de pas réel, ne faites pas la même erreur que moi. Et ne réfléchissez pas à cette putain de question philosophique de qu'est-ce qui définit quelque chose comme étant réel. Parce que la vérité, c'est qu'il est impossible de connaître la vérité absolue sur cette question parce que beaucoup trop de paramètres sont indéterminables. C'est une perte de temps d'y penser. J'y ai réfléchi 5 secondes. Je pense donc je suis. Tu m'énerves. Et les arbres, ils existent ou pas? Ils sont physiquement là, ils sont réels, mais ils ne pensent pas, donc ils n'existent pas. Tu sais que dire à quelqu'un qu'il n'existe pas peut être offensant? Je le sais très bien, et même mieux que toi si ça se trouve. Mais ai-je offensé un arbre là? La vérité, c'est que l'on s'en fout de cette question de merde. De toute façon, la réponse ne changera rien au problème. Cette question est superficielle. Bref, maintenant que ça s'est dit, vu que Aelita n'est pas physiquement réelle à la base, voilà, c'est plus correct dit ainsi, ils ont été obligés de lui créer une fausse identité. Mais ce qui est profond avec ce personnage, c'est qu'elle n'a aucun lien avec notre monde, ses seuls liens sont ses amis. Si elle venait à les perdre, elle aurait alors perdu toute raison d'être, on peut le dire. Ce personnage a une perception très différente de notre monde, du moins durant les 2-3 premières saisons. Ensuite, vu qu'elle n'a jamais rien possédé et qu'elle ne connaît pas la noirceur de l'être humain, si je puis dire, elle ignore encore à quel point les gens peuvent être mauvais, égoïstes ou encore manquer de sensibilité à l'égard des autres. Du coup, elle est dénuée de tout comportement égoïste, bien au contraire, elle pense toujours au bien-être des autres avant le sien. Donc, le fait de ne pas exister fait de vous quelqu'un de bien? Ça me semble crédible. C'est un peu comme si le monde était un jeu d'échecs, sur lequel les différentes pièces représentaient les gens. Chaque individu aurait alors peur de se faire bouffer par les autres. Alors que si on se détache du jeu et que l'on se sent être d'un point de vue observateur, en dehors du plateau, alors on n'a aucune motivation à être le meilleur et à rester le dernier pion en jeu. Conclusion, cet individu ne peut pas être mauvais, en tout cas à la base. En gros, Aelita, je kiffe ce personnage, je la trouve différente de la plupart des autres personnages de cette série. Elle a quelque chose d'assez unique quand on y réfléchit. En fait, quand j'y pense, un des problèmes de Code Lyoko, et pas un des moindres, c'est que cette série a été pensée pour rester accessible à un public jeune. Alors que débarrassée de cette optique, en devenant un peu plus mature, la série aurait plus marqué les esprits. Ça, j'en suis convaincu. En fait, France 3 et Canal J, c'est le fardeau que portait cette série, selon moi. Mais j'y reviendrai encore un peu plus tard. Après, il y a encore plein d'autres personnages, notamment Sissi, et ses deux lèche-cul. Cette meuf, elle se comporte comme une vraie connasse. Mais vous allez voir que, au fond, elle est juste un peu perdue. Elle va foutre la merde dans plusieurs épisodes, c'est un personnage qui reste en tête. Donc au final, elle fait presque partie des personnages principaux. Mais je ne vais pas m'étendre sur elle. Après, bien sûr, il y a Jim. Putain, Jim. Ce personnage est carrément stupide. C'est le champion pour mettre les pieds dans le plat ou pour faire preuve de maladresse et passer pour un débile. Mais en tant que prof de sport, c'est aussi lui qui se coltine tout le sale boulot que les autres profs ne s'abaissent pas à faire. Donc c'est lui qui se tape la surveillance de la cantine, l'école, et bien sûr les inspections surprises des chambres, la surveillance des douches pour être sûr que personne ne s'encule. Ce genre de truc, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est ma chambre. Ah ça, un garçon sérieux comme toi, tu devrais avoir honte. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tout ne sera pas impeccablement rangé. Tu m'entends, belle pois? Et ça, là, c'est quoi? On cache des revues de... D'informatique, monsieur. Oh non, mais c'est vraiment un geek, ce Einstein. Sans compter toutes les fois où Jim raconte tellement de trucs sur son passé que soit c'est des mythos, soit il embellit très légèrement la réalité, notamment sur ses anciens boulots. Et c'est très marrant parce que ce mec en vrai n'est rien d'autre qu'un tocard. Dans Code Lyoko, il y a beaucoup de moments où c'est l'ambiance qui fait la force de la série, parce que l'on finit vraiment par s'attacher un peu à tous les personnages de l'école. On a un peu l'impression de vivre au collège Caddick et de devoir d'un seul coup sauver le monde parce qu'il y a une attaque de Xana lorsqu'on regarde cette série. C'est quelque chose que je trouve vraiment réussi. Sinon, dans la série, il y a des épisodes qui font des clins d'œil à des films. Pour en citer quelques-uns, il y a un épisode qui rend hommage au film Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Un autre épisode rend hommage à Alien, le 8e passager de Ridley Scott, où les héros se font courir après un alien dans l'usine. Et un épisode rend hommage à Terminator de James Cameron. Il y en a encore d'autres, mais je viens de citer les plus évidents. Sinon, revenons un peu à ce qui se passe sur Lyoko. Donc dans presque tous les épisodes, surtout dans les 3 premières saisons, Xana s'allumera une cigarette. Ce qui oblige la plupart des personnages à se rendre à l'usine pour aller contrer l'attaque de Xana. Lyoko est constitué de 5 territoires, le tout flottant dans le vide. Un vide qui se retrouve, lui, entouré dans un liquide appelé mer numérique, sur lequel je reviendrai dans un instant. Les 4 territoires principaux sont la forêt, la banquise, les montagnes, le désert, et ils ont chacun leur propre
entre guillemets level design. La forêt n'est constituée presque que de couloirs avec de grands arbres flottant dans le vide, ou pas. De temps en temps, il y a des terrains plus espacés, mais c'est rare. La banquise est constituée d'immenses plateaux, mais remplis d'éléments, tels que des lacs et des montagnes de glace. Le territoire des montagnes, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que c'est le territoire qui a le moins de surface, vu qu'il y a du vide partout. Le désert est très vaste avec de très grands plateaux plats, avec assez peu d'éléments. Parfois, il y a des canyons. Et pour finir, le 5e territoire, qui se révèle être en réalité le centre du monde virtuel. C'est aussi par ici qu'il y a la plus grande base de données de Lyoko. C'est également ici que résident les codes qui rendent Lyoko possible. Cet endroit est très instable et l'explorer est relativement difficile, du moins dans la saison 2 et 3. Lorsque les personnages vont sur Lyoko, ils doivent faire face aux monstres de Xana. Comme vous pouvez vous en douter, il en existe plusieurs. Le plus nul est le Cancrela, une petite bestiole qui est carrément stupide et qui tire avec une faible cadence de tir et peu de dégâts à l'impact. Ensuite, il y a le bloc, qui est basiquement un Cancrela plus puissant, et avec une bonne mobilité vu qu'il peut marcher contre les murs. Ils ont aussi des types de tirs différents. Il y a le crabe assez puissant mais avec une très mauvaise mobilité. Le Mégatank qui a un tir circulaire dévastateur qui one-shot la plupart du temps. J'aurais aussi pu dire circonférentiel expansif, mais c'est un peu chiant à entendre. Par contre, il a une mobilité merdique, vu qu'il doit changer sans cesse entre position de tir et position de déplacement. Et pour finir, il y a l'ennemi le plus équilibré, la Tarentule, qui n'est apparu qu'à partir de la saison 2. Puissante avec une cadence de tir élevée et une très bonne mobilité, ce monstre est certainement l'un des plus redoutables. Ah ouais, il y a encore les frelions, mais ça on s'en fout. Maintenant, je vais me focaliser sur ce qui se passe durant la saison 4, sans trop parler de ce qui se passe dans la 2 et la 3. Avec la saison 4, pas mal de choses ont changé de façon plutôt générale, à commencer par l'ambiance. La saison 4 se veut beaucoup plus action et sérieuse, ce qui a quand même plutôt bien passé. Mais je me rappelle que je ne l'aimais pas beaucoup quand j'étais petit, à cause de ça justement. Mais la série a été changée pour son propre bien. Arrivé à la fin de la saison 3, faire des changements devenait obligatoire. Parce que l'un des défauts de la série était d'être beaucoup trop répétitive, surtout dans la première saison. Même si la saison 2 et 3 ont aussi un schéma qui se répète et peut finir par lasser. Même si j'ai regardé l'intégrale de cette série au moins 20 fois dans ma vie tellement je l'aime, je n'ai jamais vraiment été ennuyé. Dans la saison 4, ce défaut de répétitivité est totalement colmaté. En fait, elle est toujours là, mais son schéma met 4 fois plus de temps à se faire sentir. Limite, il aurait fallu que la saison fasse 50 épisodes avant de commencer à devenir chiante. Alors, début de la saison, Xana a réussi à s'infiltrer dans le réseau informatique mondial, c'est-à-dire l'internet tout entier, dans le but de coloniser les autres supercalculateurs dans le monde, qui sont toujours à l'intérieur de grands complexes scientifiques. À partir de maintenant, le combat n'est pas juste là en France, mais dans le monde entier. Ce qui est marrant quand on y pense, parce que Jérémy est toujours là au final, devant le même ordi, et les autres sont toujours dans des environnements semblables à Lyoko, comme s'ils étaient simplement à l'usine. Alors que souvent ce qui se passe ça a lieu à l'autre bout du monde. Ce concept est vraiment stylé, il nous rappelle l'immensité d'internet. Déjà rien que cette vidéo, elle a été faite en Suisse romande, mais vous allez la voir d'où vous? Vous allez la voir de France, de Belgique, de la Réunion, du Québec? Ou peut-être d'un endroit qui ne parle pas français? Du Japon, d'Hawaï, d'Australie, du Brésil, de Suède, de l'espace, depuis la Corée du Nord? Ah non merde, c'est vrai. Sans compter que le passage d'un supercalculateur à l'autre se fait donc par le web et les personnages doivent prendre un vaisseau que Jérémy aura mis des mois à créer, suffisamment puissant pour s'y rendre. Vu que pour se rendre dans le web il faut sortir de Lyoko, il faut passer par la mer numérique. Jusqu'ici j'en avais pas vraiment parlé, mais c'est juste le truc le plus dangereux du monde virtuel, ou du moins en théorie hein. Parce que quand Yumi tombe dans la mer numérique, elle se fait ressusciter en mode bullshit. Une fois être passés par la mer numérique avec leur vaisseau, ils sortent d'une énorme bite en métal et voici donc l'internet. Il a été représenté ici par un vaste océan qui n'a ni fin ni fond, avec des bâtiments à l'envers. Monde à l'envers! Mais putain! Cette série hantera mes cauchemars jusqu'à la fin de mes jours, je commence à le croire du moins. Bon, ces bâtiments à renversés sont censés représenter les sites web. Où sont les serveurs de ces putains de DRM qu'on les explose? Ah oui, c'est vrai, dans les années 2000, ça n'existait pas encore ces conneries. C'était le bon vieux temps, quoi. Celui où les joueurs étaient des joueurs et non pas des consommateurs. Bon, sinon, ces passages dans l'océan ne sont encore pas trop mal. En fait, c'est le côté vraiment différent du reste et les décors que je trouve assez artistiques comme représentation d'internet qui rendent ces moments vraiment bons. Parce que ces moments se résument à des combats de petits vaisseaux très rapides. Ok, c'est stylé, mais pas autant que les combats sur les territoires de Lyoko. Tiens, en parlant des combats, ils sont fucking épiques dans cette saison. Un des défauts de la série était d'avoir des animations trop rigides sur Lyoko, vu que ces phases sont faites en images de synthèse. Eh bien, on a dû attendre jusqu'à la saison 4 pour que les combats deviennent vraiment stylés, parce que avant, dans les précédentes saisons, pour que ça soit encore regardable de nos jours, il faut être soit nostalgique, soit très sérieusement remettre dans le contexte de l'époque. Voici un comparatif du pire de la série. Flèche laser. 10 points de vie. Ulrich! Game over pour moi. Allez, tasse après toi qu'ils en ont. Allez, file.
Oui, toi? Flèche laser! Et du meilleur de la saison 4. Sans compter que dans cette saison, Xana a un allié, ce qui donne des combats entre les personnages et pas seulement des combats contre les monstres. Sinon, l'objectif des personnages est de détruire Xana. Pour ça, il faudra donc détruire tous les supercalculateurs dans le monde qui ont des territoires de Lyoko en eux recréés par Xana. S'ils détruisent les répliques de Lyoko, appelées Replica créées par Xana, ils finiront par détruire Xana tout court. C'est là où Jérémy va mettre au point un truc qui s'appelle la translation, un procédé capable de transporter sur Terre les formes virtuelles des personnages. En gros, avec cette méthode, les avatars virtuels des héros peuvent aller physiquement détruire les supercalculateurs, même s'ils se trouvent au milieu de la Sibérie ou en pleine forêt amazonienne. Ce qui donne, je trouve au final, des épisodes véritablement captivants. Et puis nous y voilà, le moment de foutre en l'air tout ce que la série s'est fait chier à créer depuis le début. Code Lyoko est malheureusement un échec commercial. En fait, soit on adore Code Lyoko, soit on connaît mais on n'aime pas. Et ça, c'est le cas de beaucoup de monde. Ceux de ma génération que j'ai fréquenté dans ma vie, et qui ont donc connu la diffusion de Code Lyoko lorsque ça passait à la télé, quand je leur dis « Moi j'adorais Code Lyoko », eux ils me répondent « Code Lyoko ? Ah ouais, je connais ce truc, c'est vraiment bizarre, je comprenais rien, c'était de la merde !» Cette série visait, entre guillemets, un public jeune, et c'est ça son problème. Cette série avait le potentiel d'être beaucoup plus mature. Les jeunes souvent ne comprenaient pas vraiment la série, ils n'arrivaient pas à capter à quel point elle était si bien. Déjà, l'informatique est un sujet qui ne parle pas vraiment aux jeunes, surtout à cette époque. Après, même si de nos jours, les gamins ont tous un iPad à 6 ans, notamment parce que leurs parents s'en servent comme éducateurs à leur place, pour pouvoir regarder Secret Story tranquille, et même encore, en réalité, le sujet Kiku est initié au freemium game et aux jeux d'argent plus qu'à l'informatique. Et le concept de monde virtuel est trop complexe pour qu'un gamin comprenne le potentiel de la chose. Ça parle aux geeks, ça parle à moi. Mais le Kiku lambda des années 2000, lui il s'en bat les couilles de Code Lyoko, lui il préfère Ben 10. Donc voilà, Code Lyoko c'est une très bonne série, mais elle a globalement été un bide, et la faible audience de la saison 4 n'a pas aidé du tout, forcément. Ça devenait encore plus compliqué à comprendre, même si je n'ai jamais eu de problème pour la comprendre, mais bon. C'est d'autant plus un problème que la saison 4 a été totalement pensée pour être suivie d'une 5ème, ça se ressent dans le rythme de la série, et quand on arrive dans les 5 derniers épisodes, on a l'impression qu'on est au milieu de l'histoire. Puis là, d'un seul coup, la série se finit d'une façon totalement prématurée avec encore un tas de petites intrigues inachevées, comme où elle est passée, elle, en réalité, et qui sont ces mecs-là? On les voit venir dans un épisode de la saison 3, puis il n'est jamais expliqué quelle piste les a menés ici, ni pourquoi après le retour vers le passé ils ne reviennent pas. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser, mais le supercalculateur de l'usine a la capacité de faire remonter dans le temps la réalité. Non, c'est vrai que c'est une bonne mécanique scénaristique pour pouvoir faire des trucs invraisemblables sans que ça n'ait de conséquences. Mais le pire, c'est la façon avec laquelle cette série finit. Xana va générer un monstre très puissant et géant qui va détruire le vaisseau et finir tout ce qui était en cours sur Lyoko comme ça, à la va-vite. Xana va se servir de la puissance de tous ces supercalculateurs pour faire ça, ce qui est plutôt con. Puis les gentils utilisent un autre programme multi-agent, programmé entre 2 épisodes pour détruire Xana, ce qui fonctionne, et Xana est one-shot. C'est alors que l'on se tape un épisode de merde, de remplissage à la con constitué que de flashbacks, et puis les personnages se mettent limite à chialer parce qu'ils aimaient bien au fond être des héros. Ils coupent leur supercalculateur et ils rentrent à la maison, fin de la série, merci au revoir, allez vous faire foutre. Voilà, cette daube, voilà à quoi ressemble la fin de Code Lyoko. Ils ont au moins eu la décence de pas nous mettre un cliffhanger de merde et de nous proposer cette pseudo-fin comme crédible et définitive. Parce que les auteurs savaient qu'il n'y aurait jamais de saison 5. Pourquoi est-ce qu'un désastre pareil a eu lieu? C'est France 3 et Canal J les fautifs. Les détenteurs de la licence Code Lyoko étaient Monscoop, mais ceux qui finançaient les épisodes c'était France 3 et Canal J. Donc forcément, sans financement, la série s'arrête, jugée pas rentable. C'est pourquoi ils ont été obligés de faire une fin de saison différente que celle prévue à l'origine, et accessoirement mauvaise. Je me rappelle, à l'époque, sur le net, tout le monde voulait une saison 5. Les pétitions de fans, les lettres de fans demandant à France 3 et Canal J de financer la suite, il y en avait une chier. Et bien sûr, on n'a jamais eu la suite, et de toute façon, la suite à quoi? La série est partie en couille. Je ne veux pas une suite à cette fin.
Il faudrait refaire les 5 derniers épisodes de la saison 4 sans que cela conduise à une fin, mais plutôt à une transition entre la saison 4 et 5, ce qui était prévu à la base en somme. Pour faire un truc propre, il aurait fallu renier la fin qui a été mise en place, ce qui bien sûr n'est pas conventionnel, personne ne fait jamais ça. Donc voilà, en conclusion, Code Lyoko est une très bonne série qui avait de très bonnes idées, qui les réalisait globalement bien, et elle avait vraiment quelque chose d'unique et de très inspirant. C'est vraiment dommage qu'elle ait eu une fin aussi moisie. Tiens, ici je regarde à la télé pour une fois. On penche et on revient. Et on penche. Ça bouge sur Lyoko. Ah! Mais c'est dégueulasse! Quoi donc? Ce placement de produit est immonde! Est-ce qu'il est vraiment censé être propre à la consommation, ce truc? Oh, c'est vraiment un placement de produit? T'as fumé! Comme si quelqu'un était assez con pour vouloir servir de mes vidéos pour faire sa pub. Bah alors, bois autre chose. Alors, ça vient d'où? Territoire du désert, à l'ouest. Il y a une tour active. Je vous envoie les autres dès qu'ils arrivent. C'est parti. Quoi encore? C'est pas bon non plus? Non, ce n'est pas bon du tout. C'est quoi cette merde? C'est Code Lyoko? Ah oui, t'es pas au courant? France 4 et Canal J ont enfin produit la saison 5 de Code Lyoko. Quoi? Ça, la saison 5? C'est une blague? Est-ce qu'une fois une série que j'aime ne pourrait ne pas subir un sacrilège, s'il vous plaît? Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais enfin me décider à regarder cette chiasse! Ah mais faut pas l'avaler, hein. Ah, c'est dégueulasse.